Donc, je suis Bérangère Dupont, je suis directrice de la Maison des droits des enfants et des jeunes et je suis aussi médiatrice familiale et formatrice sur le harcèlement scolaire. D'accord. Donc aujourd'hui, on va parler notamment du cyberharcèlement, puisqu'on va chercher un petit peu à l'identifier et à le combattre. Est-ce que, en préambule, vous pouvez nous dire quelle est, selon vous, la définition du cyberharcèlement et ce qu'il représente? Alors, le cyberharcèlement, c'est le fait d'avoir des propos type insultes, menaces, qui sont répétés et qui sont du coup à destination d'une personne, souvent avec le but de l'intimider ou de la soumettre. Et ça peut prendre différentes formes avec les différents supports qui existent en ligne. Et donc des commentaires haineux, mais ça peut être aussi des vidéos avec des montages, ça peut être des usurpations d'identité, par exemple. Voilà, il y a une grande diversité de manières d'intervenir. Et en fait, c'est vraiment le fait qu'il y ait une répétition qui constitue le cyberharcèlement. D'accord. Comme Donc, pour le harcèlement aussi. Alors après, ce que ça représente, c'est vrai que les chiffres sont assez importants hein, en France en particulier aujourd'hui. Alors pour ce qui concerne les jeunes, on entend depuis 2018 qu'un parent sur 10 en France dit que son enfant a subi du cyberharcèlement, donc c'est assez énorme. Et aujourd'hui, on estime qu'il y a 1 million d'élèves en France qui chaque année subissent du harcèlement ou du cyberharcèlement. d'accord. Donc on parle assez régulièrement des réseaux sociaux comme porte d'entrée du harcèlement. Est-ce que c'est un fait avéré et si c'est le cas, quels en sont les dangers? Alors oui et non, c'est-à-dire que c'est pas spécialement les réseaux sociaux, hein, ça peut être des SMS, des mails, les jeux vidéo. Pour autant, c'est vrai qu'il y a une explosion du nombre d'insultes en ligne et de propos qui relèvent du cyberharcèlement avec les réseaux sociaux, si bien que les plateformes ont d'ailleurs engagé des moyens de les combattre. Hein. On peut dénoncer des comportements inappropriés, des comportements abusifs quand il y a des problèmes voilà, sur Twitter, Facebook, Instagram, etc. Toutes les plateformes ont mis en place des choses pour combattre tout ça. Et on a aussi, depuis le 3 août 2018, la loi du 3 août 2018, la possibilité d'avoir une définition juridique et le moyen d'intervenir. Donc là, on montre aussi à quel point sur les réseaux sociaux, c'est important, puisque voilà, ce que dit la loi aujourd'hui, c'est que en fait, il suffit qu'une personne relaie une fois une information qui constitue un élément d'une attaque collective pour qu'elle puisse être condamnée. Et ça, c'est vraiment une évolution qui est liée à l'utilisation des réseaux sociaux. On ne s'attend pas à ce que ce soit une seule personne qui harcèle et donc qui multiplie les comportements haineux. Il suffit qu'il y ait une seule qu'une personne relaie une seule fois cette information pour que ce soit le cas. D'accord. Donc vous êtes plus particulièrement quand même spécialisé sur les questions de harcèlement à l'école. Y a-t-il un lien particulier entre ce cyberharcèlement et la scolarité? Oui, effectivement, parce que le harcèlement scolaire ne se limite pas aux grilles de l'école, hein, évidemment, et c'est ce qui fait d'ailleurs que c'est très compliqué, puisque finalement les victimes n'ont jamais de répit. Quand elles rentrent chez elles le soir, le harcèlement se poursuit à travers les réseaux sociaux, par exemple, et ça c'est extrêmement problématique, d'autant que les chiffres là aussi sont assez alarmants. Hein. Aujourd'hui, on estime que 40% des élèves ont déjà vécu une agression, une méchanceté en ligne. Donc c'est énorme. Et c'est vrai que la particularité du harcèlement scolaire, c'est notamment la durée, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. Ce sont des phénomènes avec des dynamiques très spécifiques qu'on retrouve aussi dans le cyberharcèlement lorsqu'il concerne le milieu scolaire. Alors, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est un harcèlement qui débute à l'école, qui se poursuit en ligne, ou est-ce que c'est un harcèlement qui commence en ligne et qui va se poursuivre à l'école? Dans quel sens est-ce qu'on prend le problème?
Alors, il se trouve que dans le cyberharcèlement, contrairement aux idées reçues, la plupart du temps, les victimes connaissent leurs auteurs et ça fait partie de l'entourage proche. Et donc, l'entourage proche des jeunes, c'est effectivement très souvent le milieu scolaire. Donc, il y a des liens étroits. Il est tout à fait, alors là, je ne sais pas si l'un entraîne l'autre, mais c'est vrai qu'il est tout à fait imaginable que c'est plutôt du harcèlement scolaire qui se poursuit sur du cyberharcèlement que l'inverse, en tout cas en ce qui concerne les élèves. D'accord. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on connaît un petit peu le profil de ces harceleurs et comment est-ce qu'on peut les identifier? Alors, je ne suis pas très favorable à ce qu'on identifie un profil des harceleurs, parce que, comme des victimes d'ailleurs, hein, c'est-à-dire les harceleurs, finalement, c'est tout le monde qui se laisse prendre dans des dynamiques de relayer, de ne pas respecter la loi, et ça peut concerner toutes les personnes. Tout l'intérêt de faire de la prévention, parce que la plupart du temps, en fait, les harceleurs ne se rendent pas du tout compte des conséquences de leurs actes. Ils pensent faire ça pour rigoler, ils vont avoir tendance à minimiser les effets. Et c'est là qu'on voit que finalement, les harceleurs, ça peut être n'importe qui. Donc ça peut aller très vite en fait. Ça peut partir d'un jeu qu'on pense sans conséquence qui va dévier et avoir des répercussions très profondes sur la personne concernée. Exactement. Donc est-ce qu'on peut dire ce que recherche un harceleur? C'est difficile, non, de le définir? Oui, c'est vrai que dans les définitions, en général, ce qu'ils recherchent, c'est une intimidation, c'est créer un rapport de force, c'est de pouvoir voilà, mettre mal à l'aise un minima et voire violenter la victime. En fait, souvent, on se rend compte que en tout cas dans les propos des harceleurs, qu'ils ne se rendent pas du tout compte et que ça part d'un jeu et que, voilà, encore une fois, c'est d'où l'importance de faire de la prévention pour qu'on puisse se rendre compte que ces éléments-là dans la vie des personnes peuvent avoir des conséquences dramatiques. Est-ce qu'il y a des éléments dans le comportement d'une personne qui peut finalement prendre le masque d'un harceleur sans même peut-être s'en rendre compte lui-même? Est-ce qu'il y a des éléments dans le comportement qui peuvent permettre un peu d'alerter sur la nature de la relation qui se met en place? Est-ce que ça, c'est possible de l'identifier? C'est-à-dire des éléments qui permettraient de dire que c'est en train de mal tourner, c'est ça que Voilà, vous essayez? c'est ça, oui. Oui, bien sûr, c'est-à-dire d'abord, par exemple, l'utilisation d'une image sans le consentement de la personne. Bon, voilà, on est quand même déjà sur un climat glissant. Des messages sur des forums, des choses comme ça. C'est-à-dire que dès les premiers éléments, avant même que ça puisse devenir viral, en fait, le risque c'est de la répétition, c'est que ça puisse devenir viral. C'est important de pouvoir intervenir. Et il existe des moyens d'intervenir assez tôt, très tôt, dès qu'on est dans l'illégalité, en fait. D'accord. Si on revient, donc j'ai compris que vous n'étiez pas spécialement favorable à l'idée d'identifier des profils aussi bien que ce soit d'un profil d'un harceleur que d'un profil de victime. Mais est-ce qu'on sait aujourd'hui quelles sont les personnes les plus touchées par le cyberharcèlement? Alors, ça peut être, oui, on sait que les femmes, par exemple, sont plus touchées. D'ailleurs, la loi a été faite dans le cadre de la lutte contre les violences sexistes. Donc, on sait que les femmes sont plus touchées. On sait aussi que c'est vrai que je suis pas très favorable à l'identification d'un profil parce que ça peut être pour tout et n'importe quoi, parce qu'on porte des lunettes, parce qu'on est blond, parce qu'on est petit, grand, voilà. Bon, enfin, bref, on a tous quelque chose en fait qui n'irait pas et qui serait susceptible d'un point de vue de l'apparence physique ou de propos ou d'orientation politique ou de croyances religieuses. Enfin bref, tout et n'importe quoi peut être un sujet qui peut exposer davantage au cyberharcèlement. Ce qui fait que j'ai envie de dire, ça peut être n'importe qui. Pour autant, il y a quand même des profils qui sont plus exposés que d'autres. Donc les femmes,
on le sait, mais aussi des personnes qui vont sortir de la norme par rapport à l'apparence physique, comme je dis, voilà, un surpoids ou des choses comme ça. Ça peut être aussi par rapport au sexe, à l'identité de genre, c'est-à-dire un garçon qui serait jugé trop efféminé, par exemple, ou une fille jugée trop masculine. Ça peut être par rapport à une orientation sexuelle ou supposée. Ça peut être par rapport à un handicap, par un trouble de la communication, des gens qui bégayent, par exemple, peuvent être davantage exposés. Ça, c'est vraiment lié, c'est vraiment ce qu'on observe dans le harcèlement scolaire. Et donc, on doit avoir quand même une vigilance particulière sur ces publics qui, de fait, se retrouvent dans une vulnérabilité plus forte. Donc là, on parle plus spécifiquement du harcèlement plutôt orienté à l'école. Est-ce que il y a un âge auquel ça commence? Est-ce qu'il y a des zones d'alerte pour les parents au niveau de l'entrée dans telle ou telle classe? Est-ce qu'il y a des choses de ce type-là? Alors, on sait que ça commence dès la maternelle, hein, donc il faut être vigilant dès le départ. Par contre, il y a des âges qui sont effectivement plus à risque et les dernières études montrent que c'est la fin du collège qui est la période la plus à risque où on a le plus grand nombre d'enfants qui souffrent du harcèlement scolaire. Donc la puberté, globalement. Oui, globalement. D'accord. Très bien. Si on parle un petit peu plus des personnes concernées vraiment par ce harcèlement, quelles sont les conséquences qu'on va observer sur les victimes et sur les personnes concernées? Alors, les conséquences peuvent être très diverses et en fait, elles relèvent toutes d'un mal-être, hein. Ça peut être un repli sur soi, ça peut être des symptômes de dépression, de déprime. Ça peut être aussi du décrochage scolaire, par exemple, si le jeune est scolarisé, voire de l'absentéisme répété. Ça peut être des insomnies, des retards de croissance. On a vraiment une grande diversité. Et ça peut être à plus long terme des troubles de la socialisation, voire des tentatives de suicide, de la phobie sociale, des choses comme ça. Est-ce que ces points d'alerte-là, ce sont vraiment des choses qui se voient? Ou est-ce que souvent des enfants, des adolescents victimes de harcèlement ou de cyberharcèlement se cachent facilement et finalement rendent leur souffrance indétectable? Alors, on sait que ça se passe souvent en dehors du regard des adultes et que c'est très difficile à détecter, d'où l'importance de pouvoir mobiliser les pairs PAIRS, hein, c'est-à-dire l'entourage proche du même âge, le même groupe social que les jeunes, pour pouvoir s'assurer d'une vigilance. Effectivement, en général, ce sont des choses que les parents et que les professionnels nous disent, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas su repérer. C'est vrai que nous, on travaille beaucoup sur de la formation des professionnels pour mieux identifier et mieux agir et être en capacité d'agir le plus tôt possible. Donc, si vous aviez un exemple, peut-être pour que ça puisse paraître un petit peu plus concret, est-ce que vous avez un exemple de harcèlement qui a été détecté tardivement et comment, le cas échéant, ça a été perçu et aperçu par les parents ou par le corps dirigeant? Comment ça s'est passé? Par exemple, on a un jeune qui nous a consulté dans nos permanences d'information juridique pour être préparé à un conseil de discipline. C'est-à-dire il s'était battu au cours de l'entretien, en fait, on comprend qu'il est victime de harcèlement depuis de nombreuses années et que cette fois-là, il ne s'est pas contrôlé et il a effectivement fait un passage à l'acte en devenant lui-même violent. Et ça a permis de pouvoir faire un travail de collecter toutes les preuves qui pouvaient justifier de sa parole, parce qu'en fait, la difficulté quand même, c'est aussi de pouvoir faire la preuve de ce qu'on dit dans ces cas-là. Et en fait, le fait de collecter toutes les preuves pour montrer que ce jeune était lui-même victime de harcèlement et que ce passage à l'acte, en fait, arrivait à un moment donné où lui ne supportait plus les remarques et les humiliations, qu'on a pu travailler avec lui sur la question du harcèlement scolaire et avec ses parents et avec l'équipe pédagogique. Et donc, on voit bien que ça peut durer très longtemps sans qu'on s'en rende compte. D'accord. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut réagir lorsqu'on est témoin ou lorsqu'on est victime de ce type de situation? Quelles sont les
les points d'attention et les gestes de base à effectuer? D'abord en parler, alors en parler à son entourage, en parler à des adultes dès que possible hein, pour pouvoir sortir du silence, parce que la première chose c'est vraiment de pouvoir sortir du silence. Ensuite de chercher de l'aide, alors on a aujourd'hui la chance d'avoir une évolution importante dans les outils et les ressources de prise en charge de tout ça, donc notamment le numéro vert et le site de Net Écoute. On a aussi e-enfance qui œuvre beaucoup sur l'accompagnement des victimes et de leur famille et de leur entourage. Donc, il y a des ressources qui permettent de pouvoir accompagner les personnes et notamment dans les possibilités d'action. Il y a aussi de pouvoir saisir la justice, par exemple, si c'était nécessaire. Et aujourd'hui, on a le cadre légal qui le permet. D'accord. Donc, s'il y avait 3 points à retenir en fait de ce qu'on s'est dit, 3 points de prévention, quels seraient-ils? Alors, en parler, se dire qu'il suffit de relayer une fois l'information pour qu'on puisse être condamné pour du cyberharcèlement et donc on est tous responsabilisés par rapport aux informations qu'on relaie sur Internet. Et enfin, faire attention à avoir des preuves pour pouvoir dénoncer et utiliser les plateformes qui le permettent pour pouvoir enrayer la diffusion le plus tôt possible et supprimer les contenus sur Internet parce qu'il existe des moyens de les supprimer et de permettre d'arrêter la diffusion. Alors là, on est sur des points de vigilance en cas avéré d'harcèlement ou de cyberharcèlement. Nous, ce qu'on va chercher aussi à faire, c'est de la prévention en amont de cette situation, en amont d'une situation trop avancée. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Alors oui, bien sûr, hein, toutes les actions de prévention, alors, les campagnes de prévention sont extrêmement importantes de les relayer. Alors aujourd'hui en France, les campagnes de prévention, elles sont davantage sur la mobilisation des témoins en se disant que finalement pour les victimes elles-mêmes, c'est extrêmement difficile de pouvoir en sortir, que les auteurs en général ne se rendent pas compte et donc que les témoins sont des personnes qui sont des personnes clés, des personnes ressources pour pouvoir intervenir. Et donc si vous êtes témoin de cyberharcèlement, il faut aider les personnes à pouvoir le signaler.